On va maintenant parler du cas particulier de la boucle for, après avoir examiné le fonctionnement de la boucle while. Donc on va voir que dans une boucle for, il y a aussi un invariant, et que ça marche sensiblement de la même manière, voire légèrement plus simple. Alors pour commencer, le cas général de boucle en programmation impérative, c'est la boucle while. Alors, la boucle while, c'est une boucle de laquelle on sort quand la condition n'est plus vérifiée. La boucle for, elle s'utilise quand on sait combien d'itérations on va faire. Donc si on connaît le nombre d'itérations, on peut écrire une boucle for. Donc il est bien entendu que, en tout cas dans ce module, après ailleurs vous ferez ce que vous voulez, mais dans ce module, on ne sort pas d'une boucle for avec un break ou un return, a priori. Donc on sait combien de fois on itère, donc on sait que c'est pour i allant de A à B par exemple. Alors, première remarque, il y a un truc particulier dans la boucle for, c'est qu'en général, il y a une variable appelée variable de contrôle. C'est en Python for i in range, en Java ou en C, ça va être for i égale 0, i inférieur à 5, i++. Le i, c'est la variable de contrôle. Donc c'est l'intérêt de la variable de la boucle for, c'est que la variable de contrôle s'incrémente automatiquement et elle s'initialise également dans la boucle for. Donc tout ça, il n'y a pas à le gérer, c'est déjà automatiquement géré par la boucle for, d'où l'intérêt de la boucle for. Alors que dans la boucle while, il faut faire attention à tout ça. Donc on est libéré de certaines contraintes avec la boucle for. Alors il y a un truc qui est un peu particulier dans la boucle for, c'est que quand on change de langage, la boucle for elle ne se comporte pas exactement pareil. Ce qui n'est pas le cas de la boucle while. La boucle while, pour tous les langages, ma foi, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, si on regarde ce qui se passe pour la variable de contrôle quand on sort de la boucle. Si on est en Python, et si vous faites une boucle for i in range 5, et vous faites afficher i en sortie de boucle, donc in range 5 en Python, ça veut dire que vous passez dans la boucle pour i égale 0, 1, 2, 3 et 4. Et quand vous sortez de la boucle, donc si vous faites afficher i dans la boucle, ça va vous faire un 0, 1, 2, 3, 4. Et quand vous sortez de la boucle, vous avez toujours i égale 4. Donc i n'a pas, la variable de contrôle n'a pas été incrémentée. En C ou en Java, ce n'est pas le cas. En C ou en Java, quand vous sortez de votre boucle, vous faites la même boucle, votre i vaudra 5. Donc, danger. Danger parce que ça dépend du langage, donc c'est vraiment dangereux. Moralité, il ne faut pas intervenir, il ne faut pas tellement compter sur la variable de contrôle. La variable de contrôle, oui, on peut s'en servir dans la boucle, mais n'essayez pas d'utiliser cette variable pour faire des économies en dehors de la boucle, c'est vraiment dangereux. Cette variable de contrôle, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Là encore, ça dépend des langages. Par exemple, il y a un langage qui a disparu, là, qui était très à la mode il y a une vingtaine d'années, un langage, pour une fois, qui était à l'initiative des Français, et vraiment qui s'est bien développé à une époque, qui était utilisé un peu partout dans le monde. C'est le langage Pascal. Il était très pédagogique. Donc là, c'était radical. La variable de contrôle, on ne pouvait pas y toucher dans une boucle for. Donc on ne pouvait pas l'incrémenter, on ne pouvait pas la bouger. C'est un truc, c'est automatique. Voilà, l'idée, c'était ça. Alors en fonction des langages, c'est différent. Par exemple, en Python, vous pouvez la modifier. Vous pouvez, dans une boucle for i in range 5, par exemple, vous pouvez dedans dire i reçoit i+2. La machine l'accepte. Mais elle n'en tient pas vraiment compte. Elle en tient compte très localement. Mais automatiquement, quand elle revient dans son for, là, elle a son compte à elle. Et donc, vous pouvez lui avoir fait subir ce que vous voulez. Elle n'en tient pas compte. C'est-à-dire que si vous écrivez for i in range 5, même si vous modifiez i dans la boucle for, vous aurez toujours i égale 0, puis i égale 1, puis i égale 2. Et voilà. Elle fait comme si de rien n'était.
Donc, c'est pas terrible, parce que vous la modifiez, mais en fait, elle n'en tient pas vraiment compte. Il y a d'autres langages où tout est permis. Par exemple, typiquement C, en général, en C, tout est toujours permis. Donc, vous pouvez modifier la variable de contrôle, la machine en tient compte. Bon, du coup, ça, si vous faites ça, le programme, il perd quand même beaucoup de sa lisibilité, quoi, hein, puisque l'intérêt d'une boucle for, c'est justement qu'il y ait une variable de contrôle un peu automatique. Donc voilà pour cette variable de contrôle. Donc en gros, n'y touchez pas. Alors, je vous ai dit que, oui, le cas général de boucle, c'est une boucle while. Le cas particulier, c'est une boucle for. Donc, on peut toujours remplacer une boucle for par une boucle while. Donc, par exemple, en Python, vous avez l'équivalence entre les deux codes qui sont là. Pour i allant de A à B-1, donc ça s'écrirait for i in range A, B. Donc vous pouvez remplacer ça par une boucle tant que while qui fait ça. Une dernière remarque concernant la boucle for, vous pouvez, bon ça marche aussi, ça c'est du Python, hein, mais bon, quand même l'utiliser. Vous pouvez faire une boucle for qui est décroissante. Si vous faites for in range 3, 1, en fait ça va passer ça va prendre i égale 3, puis i égale 2, et ça va pas prendre le i égale 1. Ok, donc c'est comme dans l'autre sens, bon ça peut être intéressant pour programmer. Bon, c'est vraiment une remarque de Python. On en revient à notre aspect prof de programme et algorithmique. Pour prouver une boucle for, bon, on pourrait effectivement traduire en boucle while et utiliser ce qu'on a déjà fait, mais non, on peut le faire directement. Ça va se faire plutôt plus facilement. Donc, on va encore avoir un invariant, mais cet invariant, en fait, ça va être tout le temps, ça va être une propriété, un prédicat. Donc, quand on peut, on va l'appeler P, ce prédicat. Il dépend de I, de la variable de contrôle. Donc, ça sera une propriété P de I, l'invariant. Du coup, on a un théorème qui permet de prouver une boucle for, voilà, qui est plutôt plus simple que celui qu'on avait déjà vu pour les boucles while. Donc, voilà, si avant de rentrer dans la boucle, votre prédicat il est vrai pour la valeur i égale a, donc P de A, et si pour tout i allant de A à B exclu, si P de I est vrai en rentrant au début d'une itération, eh bien, après exécution de S, qui est le corps de la boucle, ben, il faut que vous ayez P de I plus 1. Donc, à chaque fois que vous passez dans votre boucle, eh bien, vous gagnez un rang. Vous rentrez avec P de I qui est vrai, et vous sortez avec P de I plus 1 qui est vrai. Et donc, vous faites ça, vous itérez, et donc, clairement, la dernière fois que vous allez passer dans votre boucle, vous allez rentrer avec I égale B-1, et donc vous allez rentrer avec P de B-1, vous allez exécuter S, et donc, en sortie, vous aurez P de B, et là, vous sortirez de la boucle. Donc, la post-condition, ça sera P de B. Voilà, donc c'est ça l'idée pour prouver une boucle for. Donc on fait un exemple tout de suite. Donc on reprend ce que un exemple très classique dans le calcul des sommes des entiers. On calcule de 1 à n du sigma. Donc on part avec un prédicat d'entrée. Je choisis de dire que n est supérieur ou égal à 1. C'est un entier supérieur ou égal à 1. Et en sortie, donc dans S, il y aura la somme de grand K pour K allant de 1 à N. Donc c'est bien ce qu'on veut calculer ici. Bon, alors, ça c'est une boucle for que vous savez écrire. En général, vous allez l'écrire comme ça. Vous allez dire, bon, mais ma somme au début, je la mets à 0. Je fais varier I de 0 ou de 1, comme on veut, jusqu'à N inclus, donc for I in range N plus 1. Et puis j'ajoute I. Bon, alors ça, on le fait, hein, depuis, vous savez le faire, hein, donc ça marche. Hein. Maintenant, si je veux le prouver, il faut que j'ai mon invariant. Mon invariant, j'ai dit que ça dépendait de I. Donc, quel est l'invariant qui va permettre de prouver ce programme-là? Alors, l'invariant, c'est toujours pareil, hein, c'est une relation entre les diverses variables. Donc ici, P, il dépend de I, mais il va traduire la relation avec... Il n'y en a pas beaucoup de variables ici, il n'y a que S et que I. Donc la relation entre S et I.
Donc ça va être quoi? Ça va ressembler à ce qu'on a déjà fait. Hein, ça va être S égale la somme de K pour K allant de 1. Alors à quoi? Là est la question. Ben si je mets I ici, on pourrait se dire, ouais, c'est toujours la somme de 1 à I. Bon. Ou de 0 à I. Bon, on essaie de voir. Regardez, si je fais ça, ça veut dire que quand je rentre ici avec S égale sigma de K égale 1 à I, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus I, et si après je rajoute à nouveau I, et il y a un problème. Parce que I, il est déjà rajouté, et là je vais le rajouter. Donc, le programme, il est juste, ok, mais l'invariant, en tout cas, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là qui va faire marcher ce programme. Il faut que je modifie ça. En fait, il faut que je prenne ici I-1. Parce que du coup, si je rentre ici avec S qui est la somme jusqu'à I-1 et qu'après je rajoute I, j'aurai bien P de I plus 1, ça sera la somme ici de K égale 1 à I. Donc ça ira bien. Donc ça a l'air de... Vous voyez, ça marche mieux. Ça. Alors après, je vais jusqu'au bout, je vérifie. Est-ce que ça marche? Est-ce que si je remplace S par 0 et I par 0, hein, est-ce que ici j'obtiens bien ce qu'il faut? Donc, si on remplace I par 0, bah, ça va marcher puisque je vais avoir une somme. Donc, je vais avoir 0 égale sigma de K égale 1 à moins 1. Donc c'est vide. La somme, il n'y a pas de terme. Donc ça fait bien 0. On a vu que ça marchait. Donc ça c'est première étape. Ça c'est deuxième étape. Ça marche aussi. Maintenant il faudrait que quand je sors, on est d'accord que quand je sors, je vais sortir avec P2. Puisque la dernière fois que je rentre ici, c'est pour I égale N. Donc quand je sors, j'aurai P de N plus 1. Bon, et P de N plus 1, si je remplace I par N plus 1, ça fait bien N plus 1 moins 1 ici, donc ça fait bien le résultat qui est là. Donc oui, ce prédicat là, ce prédicat, ouais, il est bon. Ça marche. Bon, maintenant, voilà, c'est un programme qui est correct, avec une boucle for, on prouve facilement. Maintenant, j'en prends un autre. Je vais en faire un autre. Et je me dis, mais l'invariant, maintenant, j'ai envie que ce soit la somme de K égale 1 à I de K. L'invariant, c'est ça à chaque fois. Alors, c'est comme ça qu'on va faire, en fait. On va prendre l'invariant et on va construire le programme à partir de cet invariant. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je vais initialiser ici S? Ben, il faut que j'initialise S de telle sorte que quand I vaut 0, eh bien S, l'invariant soit vérifié là. On est bien P de 0. Donc, si I vaut 0, ici, cette somme, elle vaut 0, ben, il faut absolument que je initialise S avec 0. Vous voyez, c'est l'invariant qui me le dit. Donc, voilà. Si je fais ça, voilà, là, je suis en train de construire le programme en le prouvant. Vous voyez, j'ai automatiquement, je me suis assuré que ça marchait. Maintenant, ben, il faut là que je mette, ici c'est étape 2, que je mette quelque chose là de manière à ce que ça marche bien. Je passe de P de I à P de I plus 1. Donc P de I c'est la somme jusqu'à I. Donc là, il faut que je rajoute, il ne faut pas que je rajoute I. Il faut que je rajoute I plus 1. Et comme ça, j'aurai bien, à partir de P de I, si je rajoute I plus 1, j'aurai bien P de I plus 1. Donc ça marche. Bon, maintenant en sortie, il faut que, ici, j'ai... alors qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Ben, il faut que j'ai, en sortie, il faut que j'ai P de ce qui va bien pour me retrouver avec sigma de K égale 1 à N. Autrement dit, il faut que j'ai P de N. En sortie, là, il faut absolument que j'ai P de N. Bon, si je veux avoir P de N en sortie, eh ben là, il faut aussi que, ça veut dire que la dernière fois que je rentre, il faut que je rentre avec I égale N-1 pour avoir ici P de N et sortir. Donc ça veut dire que ici, la dernière fois que je passe, que je rentre, c'est pour I égale N-1. Donc ça fait du for I in range N. Bon, et donc si j'ai ça, du coup ça marche parce que c'est pareil. Hein.
j'ai prouvé mon programme. Ok. Donc, voilà. Deux versions d'un programme très simple. L'invariant n'est pas le même. Ça provoque des petits réglages. Vous voyez, là, on a bougé la condition, et là, on a bougé ce qu'il y a dans le corps de la boucle. Voilà deux façons de... Voilà, ça, les deux marchent, hein, chacune avec son invariant qui permet de prouver le programme. Donc, voilà l'idée. Donc, l'idée, c'est, on vous donne l'invariant, et vous essayez de combler les trous, et comme j'ai fait là, initialisation, corps, conditions, tout ça pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Quoi d'autre? Ce que je vous ai déjà dit, hein, pour terminer. Voilà, c'est pas tous les invariants ne marchent pas, hein, il faut trouver. Voilà. Donc l'invariant, vous pouvez commencer à comprendre qu'effectivement il est lié, il y a une liaison entre l'invariant et puis le prédicat de sortie. Hein. Il faut absolument que on ait l'implication I est négation de la condition, là, I énoncé C implique PS. Voilà, donc c'est un des éléments qui va nous permettre de choisir l'invariant. Il faut absolument que ça fonctionne. Donc souvent on prend I énoncé C égale PS. Hein, c'est dans ce qu'on vient de faire là. Voilà, on a... quand on sort de la boucle, là c'est une boucle for, mais quand on sort de la boucle, on a directement envoyé le prédicat de sortie finalement. P de N, c'est le prédicat de sortie. Voilà. Donc on a vu comment ça se passe pour une boucle while, pour une boucle for. En ce qui concerne là on a regardé surtout la preuve partielle. Il nous reste maintenant à regarder comment on peut prouver qu'un programme termine bien. C'est le problème de la bonne terminaison. Donc c'est ce que nous allons faire dans la vidéo suivante.